Hi everyone, welcome to the last session of the day. So hopefully you still have a little bit of energy to hear what we will be discussing today. Shahad Mustafa, I'm the regional coordinator of ILC and EMENA region, of course, and I will be moderating this session today with colleagues from ILC and FAO. The session objective will be, of course, tackling the outcomes of the Rio Convention, the UNCCD and the UNCBD, and discuss the proposed indicators by the UNCBD, as well as the how this would be translated into the national action plans, and highlight the potentiality for partnership in the Arab region, and also what role can civil society play in that, and the data sources that could be used to back up reporting on CBD indicators. We all know that last year there was two major conventions, UNCCD, UNCBD, in Riyadh and also in Colombia, where many issues were discussed, where many decisions were made in terms of reporting on indicators and having indicators, and finally 10-year security was addressed in these conventions. The region and why it's important that we bring these outcomes to this conference today, because we have a region that is basically formed by rangeland, which makes 1/6 of the food supply, and it also has a storage of the 1/3 of the carbon market in its soils, and 50% of it is degraded in the last couple years. And just to take out from the session that I was just in, by 2025, which is this year, we are losing 25% of arable land because of the degradation and as an outcome of the climate change and lack of action to restore ecosystems. So to start, I would like to highlight that the CBD and the CCD, they are emerging as important spaces to recognize the crucial role that le rôle crucial et aussi le travail fait par l'ALC pour développer les indicateurs. Et en UNCCD, on a eu quelques discussions pour travailler sur ce volet de la Convention. On va discuter les principaux résultats et maintenant je vais céder la parole à Eva, ma collègue. Elle va présenter les données. Okay, thanks, Shad. I hope you're hearing me well. J'espère que vous m'entendez. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir la présentation? Je travaille dans le secrétariat de l'Italie en Rome. On est peut-être 350 personnes. Et on essaie de travailler à travers les indicateurs pour avoir des données. Alors, c'est le cadre un peu dont on travaille. Alors, merci la présentation. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, l'indicateur foncier
a vraiment augmenté dans ce domaine. Perfect. Okay, I hope I can continue reading. J'espère que je peux continuer à lire cette présentation. Alors, pour le cadre de suivi de Montréal, il n'est pas vraiment différent des ODD parce qu'on a des objectifs qu'on veut achever. On a ce système moniteur pour avoir des indicateurs concrets pour mesurer ces indicateurs. Alors le lien entre les connaissances biologiques et culturelles sont reconnus depuis longtemps dans l'article de CDB, dans différents articles comme WIG et d'autres indicateurs des connaissances traditionnelles. Comme les droits autochtones. L'utilisation et le régime foncier sont étroitement liés aux connaissances traditionnelles et à la protection de la biodiversité. S'il vous plaît, le slide prochain. Alors, on a ce régime foncier et l'utilisation des terres ont été levées au rang de proposition principale, mais on n'avait pas des indicateurs. Alors, il y avait eu beaucoup de travail qui ont été menés pour les lois des terrains dans ce domaine. Et on a pu avoir des indicateurs qui pouvaient combler ces lacunes. Maintenant, on a des headlines, des indicateurs pour évaluer ces indicateurs. Il y a beaucoup de pays qui travaillent sur ces indicateurs. Ça relève du travail qu'on fait. Alors voici les indicateurs qui va être mentionné dans le rapport. Et un nombre de titres principaux, comme vous pouvez voir, le 2 sur la restauration et 3 de la protection des jeunes, par exemple. Ça montre la parcours fonctionnel d'écosystèmes, et bien sûr les territoires autochtones et les zones protégées. Alors, je pense que vous êtes intéressés des ODD. Je pense qu'il y a 3 importants. Je ne vais pas parler en détail. Alors le premier, c'est la proportion de la population totale. Alors pour les qui mesure les droits des femmes et aussi en termes de droits agriculture ou bien les droits fonciers de femmes.
Alors, les ODD ont souligné d'une façon très claire ces termes ou éléments. Et les défis de ces ODD, c'est bien que les terres collectives soient prises en compte dans ces données, mais ça limite la population agricole et ne tenons pas compte des régimes fonciers collectifs. Et les données ne sont pas partagées et ne sont pas d'une façon systématique. Alors, on n'a pas pu voir les systèmes qu'on voulait mettre en avant. Pour 5A, ça tient compte des terres dans le droit, mais s'intéresse au niveau structurel et non aux résultats. Alors, ça a été un point de commencement. Pour les indicateurs, on a eu 4 indicateurs de connaissances traditionnelles qui ont été adoptés. Un sur la participation, changement d'affectation des terres et régime foncier. Alors, on peut mesurer l'utilisation des terres et des territoires. Pour ce changement d'affection des terres, c'est pour l'utilisation des terres par des autochtones. Et les territoires des personnes autochtones sont évalués. Maintenant, voici quelques potentiels pour l'évaluation. Ce n'est pas juste pour avoir alors, des droits. On a des indicateurs qui sont très importants. Alors, le foncier va être, ou bien les terres sont importants dans chacun de ces éléments. Vous pouvez voir maintenant ces méthodes foncières. On a des indicateurs qui va voir le nombre d'hectares reconnus par les personnes autochtones. Et la perception, ou bien ce nombre de personnes qui considèrent que leur situation foncière est sûre dans le cadre de cette composante. Alors, les différentes données ont été présentes. Il y a accès à différents types de données. On a développé une approche étape par étape pour que les pays soient capables de reporter ou bien apporter des informations. Alors, des données numériques rapportées pour avoir des données qui sont valables. Et on peut dire que ce n'est pas toutes les données qu'on a qui sont tous fiables. Ça a été un indicateur pour avoir différentes données. Ce n'est pas comme l'expérience des ODD qui s'aligne avec la méthode de collecte de données. Ce sont des données non traditionnelles, des images avec satellite et des images spatiales
comme l'index par exemple, et des initiatives communautaires. Ce sont des indicateurs qui peuvent avoir les données qui viennent de différentes ressources. Alors, vous pouvez voir que dans cette phase, les données qu'on n'a pas vraiment sont les plus précises. On peut avoir par exemple 130 données avec ces dessous données. Alors il y a par exemple les données géographiques ou aussi d'autres spatiales. Mais on a besoin de savoir si on a différents types de données. Et aussi, on a fait la même chose pour l'utilisation des terres. Alors, on a eu 2 ODD aussi qui nous ont quittés parce qu'on avait des méthodes établies pour calculer les variables. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu les zones forestières détenues ou gérées par les peuples autochtones, mais ce n'était pas des mesures qui sont vraiment exclusives. Et les proportions de terres naturelles dans les territoires détenus ou gérés par les peuples autochtones et les communautés locales, cette superficie naturelle des territoires détenus ou gérés. Comme par exemple, les forêts ne sont pas le seul exemple pour montrer cette ressource naturelle. Alors, je peux vous montrer ici comment vous pouvez calculer cet indicateur. L'exemple ici est de la Colombie. 33% de terres et territoires des peuples autochtones sont reconnus par le gouvernement. Ça peut paraître un nombre qui est grand ou pas. On peut voir aussi les sécurités perçues, par exemple 3996 ménages ruraux enquêtés en Colombie. Et ça nous donne par exemple un autre élément de cet indicateur. Et finalement, pour les couvertures naturelles, 39,4% de terres naturelles dans les zones détenues ou gérées par les personnes autochtones. Pour les étapes suivantes, c'était juste un background pour savoir le document qu'on va donner pendant la COP, qui va être bientôt. Alors, pour les indicateurs, on va engager les principaux parties prenantes, les partenaires techniques pour affiner et finaliser les méthodes d'indicateurs. C'est important que cet indicateur doit ou peut être utilisé par nous ou par les pays dans leur processus national. Et merci. Merci Eva. Maintenant, on va voir la présentation de monsieur qui va partager avec nous leur présentation sur comment le régime foncier peut être capitalisé pendant les années prochaines. Ja,
will stand because impossible for me to. Je vais me mettre debout car je dois lire. Je vais essayer de faire une chose similaire de ce qu'elle va faire. Donc le COP CBD a été en octobre. Et le COP UNCBD a été au UNCCD a été en décembre, qui est plus développé dans son cadre et qui continue à travers les discussions. Ça existe depuis quelques années. Dans la phase 5 actuellement de suivi, donc plus de 5 ans, l'indicateur du foncier dans ce système de l'UNCCD est beaucoup plus développé. Donc nous nous engageons dans des activités similaires à cause de ce contexte et cette évolution des cadres monétaires et les activités dans le fait de s'engager, comment s'engager avec les partis, comment nous engager avec les partis et les parties prenantes dans ces processus qui sont totalement différents. Donc ce que nous avons fait ici pour l'UNCCD, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons faire des entrées du foncier, comment est-ce que nous pouvons faire cela de façon de plus grande ampleur dans ces cadres. Donc, ce n'est pas que dans le cadre de suivi que nous pouvons atteindre ceci, mais aussi les autres phases d'activité et de mise en œuvre des UNCCD. Nous pouvons contribuer et positionner ceci dans les cadres UNCCD. Donc la première chose, à la gauche, toutes les activités nationales dont s'engagent les pays dans le cadre UNCCD, soit par le plan national ou les plans conjoints ou le développement des cibles. Donc plus facilement, il y aurait une ouverture pour mettre votre lanterne ici, pour une base d'évaluation, pour atteindre les cibles volontaires pour le foncier, mais ça dépend du pays à implémenter, à mettre en œuvre ceci. Donc au-delà du cadre de suivi, le global, c'est là où nous pouvons vous aider. Le programme de soutien, au-delà des initiatives nationales que l'UNCCD met en œuvre, il y a aussi le soutien des pays à travers différents UNCCD, différentes initiatives comme celle conjointe entre l'UNCCD et le FAO, qui va être représenté par Brad. Donc c'est là où nous pouvons mettre en œuvre, intégrer très facilement ces nouveaux programmes d'une façon continue. À travers les différents indicateurs, la stress, etc. Je vais expliquer. Et surtout le suivi, le cadre de suivi qui est similaire à ce que Eva a déjà présenté pour le CBD. Donc il y a plusieurs points de similarité et de différence entre le CBD et le nôtre. Donc les délais et les échéances de la mise en œuvre. Donc ceci est un processus qui fonctionne déjà, c'est en cours. Et maintenant, nous avons de nouveaux indicateurs. Donc, nous ouvrons ce lot. Donc, c'est similaire au CBD. Même si le processus dans ces phases préliminaires, les parties jettent un œil ceci, disent que nous devons ouvrir ou pas. Et là, c'est plus compliqué car c'est en cours à travers quelques cycles. Donc, à travers les discussions, ce que nous avons pu faire à COP, à Riyad. Donc, mettre en œuvre maintenant, intégrer les indicateurs du foncier aujourd'hui, reste à admirer pour le moment, car ceci est un nouveau processus émergent. Donc, quand les États préparent leur rapportage en 2026, en 2025, des changements auront lieu pour être intégrés. Ceci à être vu avec les parties prenantes. Et nous nous sommes engagés similairement à CBD.
Il y aura une révision du processus de suivi en 2030, une révision totale. Il y aurait plus d'ouverture, plus de possibilités d'intégrer le foncier, et ceci à être développé. Que sont les types d'indicateurs ce processus est similaire à CDD. Il est bien de savoir que le foncier a été adopté, mais la méthodologie n'en fait pas partie des raisons. Différemment en CBD, différemment l'UNCCD, nous sommes demandés par le consulat de faire ceci. Donc c'est à travers quelques politiques, quelques mécanismes politiques, similairement à CBD, c'est là où c'est requis par le secrétariat de dire que oui, ça a été adopté. En 2020, 2019. Donc comment avancer ces travaux? Donc le processus a été similaire au CBD, mais différemment à CBD. La concentration que nous avons pu sentir hier, c'était moins sur les comités locaux et les peuples indigènes et leur terrain, mais ce sont les hotspots négatifs, la sécheresse. Quelle est la contribution des peuples indigènes, des communautés indigènes à la biodiversité? Comment aussi réduire les effets néfastes sur le foncier? Ceci change la cible des communautés locales, les peuples indigènes, à tous les autres terrains qui sont affectés par la désertification. Ici, nous parlons des impacts sur les terrains privés, mais aussi les terrains publics. Donc, voilà le fait que les peuples indigènes font partie du processus. Il y avait quelques discussions à propos de comment intégrer ces systèmes, soit publics ou privés, pour avoir une perspective plus étendue. Donc revenons aux solutions qualitatives, donc pour compléter la présentation des indicateurs, donc intégrer le cadre de suivi et mise en œuvre dans la stratégie ODD qui fait partie de 3 parties, accompagnée par une enquête de suivi qualitatif qui est menée chaque année. Et c'était facile à faire, informel, c'est une base de données plus informelle, c'est moins structuré, c'est aussi mené par le secrétaire lui-même pour intégrer, éclaircir ces aspects. Donc des questions, des variables, ceci a été déjà fait dans les négociations du secrétariat de l'université, les consultations, etc., qui ont eu lieu et qui ont intégré ces aspects. À travers les cibles volontaires, comme je l'ai dit, quand je l'ai déjà annoncé dans la première diapo, nous pouvons vous intégrer dans ces cibles à travers un guide technique et les différents éléments et en identifiant les trajectoires comme les normes pour plus d'intégration des terrains dans leur cadre. Et ceci peut être fait rapidement, facilement, dans l'avenir. Donc en revenant aux indicateurs pour complémenter la présentation d'Eva, le CBD a plusieurs cibles, le CCD travaille aux alentours des cibles, les objectifs, les sous-objectifs. Je ne vais pas passer à travers eux tous. 3 sont importants ici. Tout d'abord, le premier sont les tendances dans la couverture des terrains, qui est similaire à ce que Eva a déjà souligné pour le CBD. Donc c'est similaire, c'est pour ça. Vous allez comprendre pourquoi c'est que je vous ai souligné. Le rouge, c'est les tendances dans la couverture des terrains, les tendances dans la productivité des terrains, et aussi les tendances concernant les stocks de carbone qui sont au-delà, qui sont sur qui sont à la surface et sous sol aussi. Donc concernant les ODD, nous trouverons un lien naturel
avec l'ODD 15, car il est le custodien de cet indicateur. C'était déjà mis en œuvre globalement et localement à travers les processus CCD. Donc, que sont les choix que nous avons faits, que sont les adoptions que nous avons mises en place durant la COP? Donc, tout d'abord, c'était une désagrégation totale. Ils sont déjà les custodiens, c'est eux les guides, c'est eux qui ont déjà mis en œuvre, c'est eux qui nous ont dit durant les discussions que nous devons couvrir les différents systèmes concernant les peuples indigènes, soit si public ou privé. Donc il est facilement lié, c'est facilement lié aux travaux que nous faisons dans le CBD, dans la collecte de données à partir des peuples indigènes. Mais ceci est pour le 15. C'est justifiable car c'est un indicateur et le facteur limitant ici c'est que c'est une ordonnée. Ça veut dire que nous sommes en train de générer un ensemble de données à partir des peuples indigènes, des bases de données globales sur les fonciers privés qui n'existent pas malheureusement, mais les États doivent et vont passer à travers le registre. Tous nous revenons aux fonciers publics, ça devient de plus en plus compliqué. L'État ne sait pas où se trouve le foncier public. Donc nous avons pour les espaces protégés, etc. Mais en général, nous ne connaissons pas. C'est difficile d'évaluer ceci. Nous essayons de développer une carte globale à propos de ceci, mais il est difficile, même dans les pays où le système de cadastre est le plus développé. Par exemple, en Europe occidentale, etc., nous essayons de trouver cette harmonie. Quel est le pourcentage du foncier public qui est en France? C'est impossible de savoir. À travers la déduction, nous pouvons le faire, mais vous avez besoin d'avoir accès aux systèmes locaux et aux systèmes des peuples indigènes locaux. Et la troisième option, si les deux premières options sont inexistantes, la troisième sera inexistante aussi. Donc la deuxième option. Durant les discussions à Riyad, nous étions concentrés sur les tendances de dégradation. Ceci est relatif au nouveau système. Ces données sont disponibles. Ça peut être fait pour les données que nous avons déjà mentionnées, CBD. Les données sont disponibles, les informations sont disponibles, et c'est fait par l'UNCCD. Et ceci est une priorité de grande ampleur pour l'UNCCD. Et c'était bien illustré durant la COP à Riyad. Ça veut dire qu'ils sont en train d'ouvrir leur cadre de suivi, car c'est lié directement au foncier, et c'est une priorité, mais ça doit être justifié quand même. Troisième option, c'est aligné à 100% de ce que Eva a déjà mentionné, l'ODD 1.4.2. Ici, c'est similaire. La seule différence, c'est que si je vois bien où les discussions partent, ce n'est pas que pour couvrir les peuples indigènes, mais aussi les fonciers publics et les fonciers privés. Donc c'est en parallèle avec la base de données. C'est un alignement avec les autres cadres. Dans ce cas, le CBD. Mais l'inconvénient ici, c'est le haut niveau d'ouverture du cadre 1.4.2 n'est pas intégré dans le suivi, dans le cadre suivi. Ce qui est bien, c'est que les données vont être créées à travers les différentes conventions. Il y a d'autres indicateurs sur lesquels on travaille. Un indicateur qui sera très pertinent pour vous, des indicateurs généraux qui sont l'actualité. Ça va être ouvert. Le cadre va ouvrir. Ça va ouvrir le cadre. Donc, où est-ce que nous devons nous concentrer?
Donc, je pense que nous devons concentrer sur les indicateurs et les non-indicateurs une fois les qualitatives et les quantitatives. Pourquoi est-ce que nous travaillons sur ceci? C'est pour institutionnaliser le foncier dans ces cadres de biodiversité, etc. Ça peut être fait à travers les indicateurs car cela pousse les États à rapporter, mais à d'autres ouvertures qualitatives à considérer. Donc, quel indicateur nécessaire? Les discussions il y a ont démontré que même dans les sessions plénières ou préliminaires, je pense que vous vous rappelez, la partie a dit nous avons besoin d'alignement. Nous avons assez d'indicateurs, nous avons 200 plus d'indicateurs d'ODT, nous avons différentes cibles, différents indicateurs nous avons aussi différentes cibles. Nous n'avons pas la capacité de rapporter tous à propos de tous ces indicateurs. Donc, le fait de pousser vers l'alignement, ça vient des partis. L'Union européenne a mentionné qu'il n'y a pas d'alignement. Un alignement des plateformes et un alignement des indicateurs, un alignement. Nous n'avons pas besoin d'avoir 50 plateformes où nous devons rapporter donc tous. Donc nous devons commencer à parler l'un à l'autre. Et c'est pour cela que le 1.4.2, ça ouvre la plateforme, mais ce n'est pas négligé. Donc qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est accessible? Je pense que nous sommes dans un processus important de gouvernement. Donc poussons vers les solutions qualitatives. Il y a celles qui ont été déjà faites. Donc les nouveaux indicateurs ont été déjà introduits par le secrétaire lui-même. Et les solutions de désagrégation aussi. Le 15.3.1, avec un peu d'effort et de consultation avec les partis, je pense que nous pouvons légitimiser, démontrer l'importance d'une solution de désagrégation. Et en 2030, intégrer quelques indicateurs, soit 1.4.2 ou autre, pour avoir plus de consultation avec les partis, plus de choses possibles. Ça peut prendre un long moment, mais le temps passe vite. Merci beaucoup. Donc je pense cela à souligner ce qui va venir dans les années prochaines. Et notre partenaire pense à développer, à intégrer pour atteindre les aspirations du secrétariat dans 2030. Est-ce que je peux passer à vous, Brad, et vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire, et vous pouvez nous parler à propos de l'initiative conjointe, à propos du dialogue? Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Bonne soirée. Merci de faire partie de ces sessions très importantes. Je m'appelle Brad, je suis spécialiste dans l'organisation de la nutrition. Je suis basé dans le bureau en Hongrie, de l'Europe Est et l'Asie occidentale et l'Asie centrale. Est-ce que nous pouvons avoir une présentation? Je suis ici, je présente au lieu de mon collègue Brass, qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Donc, s'il y a défaut dans la présentation, c'est sa faute. Et j'ai le plaisir de partager avec vous tous. Ceci est une manifestation de l'importance, comment la reconnaissance continue pour plusieurs années. Il y a eu un grand changement de travail aujourd'hui pour intégrer les différentes considérations dans différents volets, comme le changement climatique, la biodiversité,
le foncier, la dégradation, la restauration des terrains, etc. Ça démontre que les solutions de 10 ans pour le foncier sont aussi des solutions au changement climatique et à la dégradation des terrains aussi. Il y a tous ces volets. Et tout cela prouve que le travail est très important et nécessaire. Donc brièvement, pour un peu de contexte, globalement, des milliards d'hectares sont impactés par la dégradation. Plus de 60% de ces dégradations arrivent dans des terrains agricoles. Cela compromise la productivité des cultures. Donc le fait de restaurer des terrains agricoles dégradés est nécessaire et vital pour plus de durabilité dans les systèmes agroalimentaires. Je pense qu'il y a un diapo manquant, je vais blâmer. Donc, juste pour donner un peu de contexte, à travers le suivi de l'ODD 1.4.2, la dernière évaluation a indiqué que 30% des pays ont 21 des pays, donc le fait de reconnaître les textes juridiques, le 1% des femmes contre 70% des terrains agricoles et 84% des fermes sont de moins de 2 hectares en taille. Et bien sûr, il y a beaucoup de disparités, des disparités genre où la propriété est plus chez les mâles que les femelles. Et au-delà de ces disparités, le fait qu'entre 40 à 5% du foncier global est occupé par des communautés locales et indigènes. Et malheureusement, moins de 50% de ces pays où les données sont disponibles, ils ont une protection légale qui est faible aux femmes. 1 milliard de personnes perçoivent des risques d'être déplacées. C'est un peu similaire au travail du FAO, est-ce que notre cher collègue a déjà présenté. Donc, la naissance de ces initiatives entre le FAO et le UNCCD et la Convention pour combattre et lutter contre la désertification, c'est partiellement ce qui a été déjà présenté. L'origine et les origines. Je ne vais pas passer très en détail, mais c'est un travail qui émerge depuis 2019 où le foncier a été reconnu et c'était une décision des parties. Le FAO a été aussi assigné de gérer en parallèle à l'UNCCD, son secrétariat, de créer un guide technique qui contient des lignes directives des forêts, des terrains, donc ceci est un guide qui est disponible en 6 langues. Et
ça fait partie de la trajectoire, la reconnaissance, le besoin réel de travailler. Dans la restauration et l'enregistrement du foncier. Parmi d'autres décisions dans d'autres COP, et là je mentionne l'initiative conjointe du FAO avec l'UNCCD, où nous avons soutenu, où l'initiative conjointe a soutenu les consultations nationales pour dire, disons que nous avons la conférence des parties qui mentionne l'importance, nous avons des techniques, etc. Mais qu'est-ce que ça signifie au niveau local, au niveau national, que nous rassemblons les acteurs qui travaillent dans ce secteur? Comment est-ce que ça va être dans un pays? Il est bien d'avoir ces cadres, ces lignes directives, mais que nous arrivons au niveau national, nous voudrions savoir comment est-ce que ça devient à travers les consultations. Très brièvement, juste pour expliquer une partie de la formulation de la convention 10 ans, l'initiative 10 ans et le travail de l'UNCCD à travers le guide technique. Le guide technique contient un nombre de trajectoires à suivre pour essayer de souligner ou guider que sont les volets de travail où nous pouvons voir de l'intégration. Donc il y a un nombre, 10 trajectoires en total, des cadres légaux, les cadres politiques, soutenir les outils administratifs, inclure la consolidation du foncier pour les personnes qui seront ici demain. Il y aura une session importante à propos de la consultation qui va avoir lieu dans le monde arabe. Mais ça fait partie de la solution, ça fait partie du sujet. Où est-ce que cette solution peut être faite? Il y a d'autres trajectoires aussi. Les terrains communs, etc. Donc dans le premier round, il y a eu des consultations avec différents pays, à Sri Lanka, Kenya, Mexique, Sénégal. J'ai aussi aidé à organiser une consultation à Kazakhstan. Donc je vais prendre quelques minutes pour parler ou pour souligner quelques leçons apprises et aussi les recommandations qui ont été sorties dans ces consultations. Donc parmi eux, il y a ceux qui sont déjà clairs, mais il est important de dire ce qui a été sorti de la consultation. La consultation qui a été faite d'une manière multipartie prenante, qui rassemble différents ministres et aussi les organisations de la société civile, le monde académique, le secteur privé et d'autres organisations internationales. La nature multi-partie prenante, c'est pour assurer que les autres voix sont bien écoutées. Et parmi les leçons que vous pouvez voir, je n'aimerais pas passer individuellement par chacune, mais ils ont vu important que c'est de organiser ces consultations pour écouter les différentes voix et pour se concentrer aussi sur les zones agroécologiques dans différents pays, des pays largement en superficie et d'autres qui ont différentes géographies, etc. Là aussi, la législation, le combat et la lutte contre la dégradation du foncier, etc. Donc le fait d'essayer de lier tous ces points avec différents programmes et initiatives qui peuvent avancer l'intégration et le besoin continu de sensibiliser, de développer, de renforcer les capacités. Ce qui est en parallèle à ce que le monsieur a déjà dit. Donc c'est une chose qui est similaire à ce que les États membres ont déjà dit. Le besoin d'avoir un point focal à propos de l'achat de foncier, aussi la priorité envers les
processus de planification et la collecte de différentes formes. Et aussi le fait de restaurer les terrains dégradés. Et si je vais garder mes données personnelles pour que vous puissiez me contacter pour quoi que ce soit comme question relative à nos programmes et à cette présentation, inclus les points mentionnés dans cette présentation. Le plan, c'est de continuer la consultation avec les pays dans plus de pays et de continuer le processus de l'UNCCD et la conférence des parties. Merci. Merci beaucoup pour la présentation compréhensive que vous avez présentée. Vous avez aussi mentionné que parmi les recommandations, c'est que les systèmes doivent être considérés et que les consultations avec la société civile et leurs valeurs ajoutées doivent aussi être considérées, ce qui me ramène à l'intervention de donc comment cela peut être traduit à une manière durable de rapporter à propos des indicateurs. Est-ce que quelqu'un pourrait montrer la vidéo de Jaja qui vient de l'IPM, le réseau arabe de la protection de la nature de la Jordanie? ولا يختلف الأمر بما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة. La Convention des Nations Unies contre la désertification. Et le problème commence un peu près quand on a les indicateurs qui sont mis en place. La Convention, par exemple, des Nations Unies contre la désertification. Ces indicateurs qui ont été mis en place ne sont pas alignés avec la convention qu'on avait fait, ou bien pardon, les indicateurs. D'une autre part, il n'y a pas des indicateurs pour la sécurité alimentaire ou bien pour le déplacement des personnes. Et les indicateurs ne répondent pas aussi aux facteurs qui sont responsables de la dégradation urbaine qui sont causées par l'homme. Et aussi pour les programmes de travail, on a inclure les communautés et la société civile est très importante. Et par la suite, on aura des problèmes. Il y a des grands projets dans l'implantation ou la plantation des plantes dans des zones comme ça pour essayer d'inclure ces termes de nature. Et comme ça, on a les indicateurs ou bien les objectifs qui sont atteints. Et il y a d'autres projets pour essayer d'avoir d'étalement naturel urbain. Donc, c'est l'une des priorités. Le problème ici est qu'il y a des projets qui dépendent du financement pour essayer de remplacer le carbone. Et il faut aussi dire que pour éliminer ce carbone, on doit planter 1,2 milliard d'espaces verts ou d'espaces urbains. Et si les pays ne sont pas responsables et prennent cette responsabilité et essayer d'avoir les droits pour des personnes qui sont ici, ça va
avoir des impacts négatifs. Alors, ce sont des solutions qu'on peut adapter. Ce sont des solutions basées sur des méthodes ou bien approches naturelles, comme le changement climatique et la réformation ou bien la plantation des terrains. Comme ça, on investit dans des projets qui sont en faveur de la nature. Alors, les plus grands investissements viennent dans un cadre qui est malheureusement négatif par rapport à la nature. Par exemple, l'immobilier, le tourisme, et on a l'absence des cadres théoriques de ce domaine. Et il y a les services écosystèmes et le tourisme naturel qui peut aider dans notre approche. Et on a aussi le secteur privé qui fait partie de ce processus. En Ameruva, par exemple, qui est un fonds qui finance les projets pour des investisseurs. Et l'élimination de ce problème de l'environnement peut engendrer des problèmes majeurs. Alors, on appelle ça, par exemple, en anglais, le rôle est pour essayer de voir les défis. Et ça vient dans ce contexte. Et il y a eu beaucoup de problèmes concernant ce projet parce qu'il n'y a pas de transparence. Il y a des succès pour ces conventions. Et là, c'est d'avoir des indicateurs pour avoir de la diversité en termes de projets naturels. L'inclusion, par exemple, de la société civile. Mais le grand défi est pour l'institutisation à travers la sensibilisation pour essayer de voir ces projets. Alors, pour les évaluations, on a des rapports avec des indicateurs. Ce sont des indicateurs quantitatifs avec des satellites. Et ça donne peu d'importance aux indicateurs sociaux, économiques et de souveraineté. Il faut essayer de travailler sur le volet de la sécurité alimentaire. Et c'est ce qu'on fait ici dans notre institution. Depuis 20 ans, on a planté 300 plantes et on a essayé de travailler avec des agricoles. Même avec les problèmes qu'il y a eu. Maintenant, on a un objectif qui est d'essayer de sécuriser l'alimentation dans le cadre des crises et catastrophes. Quand un pays qui colonise dit que je vais prendre une terre et je vais essayer de la voir, alors c'est une conclusion de cet aspect colonial. Et c'est l'un des problèmes du manque de la justice. Et merci. Well, I guess thank you, Mariam. Merci, Mariam, de nous avoir donné cet aperçu et ces plans d'action de biodiversité qui incluent les communautés locales et leurs perspectives.
en relation avec l'écosystème pour avoir cette inclusivité et pour promouvoir les communautés et l'économie sociale. Maintenant, Eva, elle va nous donner plus d'informations sur comment l'index travaille et comment ça peut être utilisé pour contribuer aux indicateurs et au rapport. Thanks, Shad. Si je peux ajouter, est-ce que je peux avoir la présentation? Je vais être vraiment bref. Alors, maintenant, on veut avoir ces grands titres dans notre cadre et on veut notre partenariat essayer d'alimenter ces indicateurs et travailler avec la société civile. Ça doit être inclus dans ce processus et qu'ils sont représentés et aussi que les données sont inclusifs. Mais d'une autre part, ALC a travaillé pendant 5 ans maintenant avec l'index. C'est un programme de gouvernance foncier. Alors cet index donne les priorités ou bien les indicateurs de la gouvernance foncière. Pour les 10 éléments de cette gouvernance foncière qu'on a développé avec nos partenaires. Alors, ça peut être le gouvernement des données complémentaires et ce sont des données générées par les citoyens dans la majorité des cas. Alors, on a les données dont on a besoin pour essayer d'évaluer nos données. Alors, ces données sont présentes, mais il y a des lacunes. Comme j'ai déjà dit, on essaie de travailler avec ces méthodologies pour essayer de combler ces lacunes. Je ne sais pas si la présentation va être la présentation. Comme ça, je peux illustrer vite fait ce que je viens de dire. Merci. Alors maintenant, vous savez qu'est-ce que l'index? Alors, ça nous permet de voir différentes données et les avoir dans une échelle pour avoir ce suivi citoyen de la participation. Comme ça, on sait si les indicateurs, on travaille bien avec les indicateurs. Alors, je ne vais pas vraiment parler en détail. Il y a 32 indicateurs et c'est basé sur les droits de l'homme. On a les indicateurs basés sur les personnes, on calcule les données au niveau national et ce sont des données qui ont été collectées d'une façon diverse. Et ça a été généré par des personnes, comme j'ai dit. Et les initiatives d'évaluation ont été implémentées dans ce index. Alors, cette initiative, on a les ODD, on travaille avec les méthodes qu'on a développées, les méthodes d'évaluation, et on a une base de données qui est partagée. Là, on a un paramètre de transparence aussi qui forme l'un des piliers de ces index. Alors, ce sont des données qui ont été développées par des initiatives déjà existantes.
Vous pouvez voir tout ça sur ce slide. On peut ajouter un autre slide qui montre le cadre de CBD par exemple. No, it's stuck. Well, let's see if it's catching up. Commitment 6 that you see here in the Alors, la colonne 6 que vous voyez, c'est pour les écosystèmes qui est très bien établi dans l'index parce qu'on veut montrer les résultats des écosystèmes quand on a une gestion locale. Je suis bloquée sur ce niveau. Je ne sais pas si vous pouvez travailler manuellement. Alors, voici un exemple des chiffres qu'on peut avoir. On a la Jordanie ici. En 2018, il y a eu la première vague de collection ou de collecte de données. Et 61% des hommes et des femmes des zones rurales de Jordanie disposaient de documents prouvant leurs droits fonciers. Et on pouvait voir bien sûr la proportion du territoire. Mais les lacunes qu'on a vues, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été d'une façon beaucoup plus adaptée. Alors, comment ces cadres sont-ils appliqués sur le terrain? Alors, dans quelle mesure le régime foncier est-il pris en compte comme un moyen de respecter les engagements pris dans ce cadre? Et dans quelle mesure ces processus incluent-ils des groupes divers et reflètent-ils leurs besoins? On a vu le régime foncier et on a fait du travail pour essayer d'avoir des voies ou bien des façons pour travailler sur ce domaine. Et bien sûr, notre deuxième question qui est importante, je viens de mentionner, dans quelle mesure ces processus incluent-ils des groupes divers et reflètent-ils leurs besoins? Alors, il y a 3 indicateurs qui ont été ajoutés. Comme vous le pouvez le voir, on a les cadres juridiques nationaux pour la propriété foncière dans le contexte des conventions. On a les changements climatiques, aussi la biodiversité et la dégradation des terres. Voici quelques exemples. Alors, on a des questions comme est-ce que la loi prévoit-elle une consultation et une collaboration avec les parties prenantes et les groupes ciblés concernés dans l'élaboration des politiques de lutte contre la désertification? Et est-ce que les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité incluent une reconnaissance des droits fonciers coutumiers et collectifs pour générer les données? Alors, est-ce que votre pays utilise ce système pour avoir ce cadre? Est-ce que le pays, a intégré ce cadre? En pratique, est-ce que
ce régime foncier a été mis en œuvre. Alors ça définit un peu le processus et aussi ça a considéré le régime foncier comme une façon. Et aussi ce sont des résultats, comme vous pouvez voir, des proportions de territoire. Ça fait partie des ODD 18. Alors, les proportions de terres détenues ou utilisées par les peuples autochtones et les communautés locales qui conservent des niveaux élevés de biodiversité intacts. On parle ici des peuples autochtones et l'utilisation des terres. On utilise les données pour générer des données. Comme ça, on facilite l'analyse et l'utilisation de ces données pour les rapports et on continue à utiliser ces données. Et maintenant, je vais vous laisser avec un code QR si vous voulez voir en détail tout ça. Sinon, ils sont en ligne. Thanks, Ava. I know everyone is tired, but if Merci Eva, je sais que vous êtes vraiment fatiguée. Est-ce qu'il y a des questions? take one or two before we close, if there is any. Yes, start. Thank you for C'est parce que ces différences pour la, la dégradation. Je pense que c'est essentiel et ça doit être une décision qui est faite sur de haut niveau pour réduire le taux de travail. Et si tout ce que les rapports qu'on fait sont avec les mêmes guides qu'on a. Parfois, il y a des pays qui ont un cadre réglementaire qui ne donne pas accès à des informations cadastre en relation au cadastre. Si on veut savoir où sont ces territoires, ces terres, pardon. Et parfois, si l'information est déjà existante, mais on n'a pas accès à cette information. Mais une chose importante, c'est quand on a un cadre réglementaire pour déclarer les terres comme des usages communautaires, par exemple. Et il y a une décision qui vient des municipales. On parle des zones pour avoir des zones géospatiales avec les ressources et leur gestion. Et ce n'est possible que quand on a cette information. Alors, le cadre réglementaire est important. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, si vous voulez avoir ces informations, merci.
yeah, I don't know if anyone. Je ne sais pas si vous pouvez avoir un commentaire, mais dans le monde arabe, il y a cette définition de qu'est-ce que le foncier. Et chaque information sur une terre ou un territoire peut jouer un rôle important ou bien créer des conflits entre les communautés locaux par la suite. Et il y a eu des cas comme par exemple en Jordanie, comme vous le savez. Et l'État sait tout ça. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on a besoin des informations, mais il pourrait avoir des conflits. Et bien sûr, il y aura des défis dans la région. Si on veut avoir la même approche pour les autres pays globalement, mais il faut être en relation avec tous ces communautés locales pour avoir ce processus d'une façon beaucoup plus facile et efficace. Comme ça, il faut définir qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on a. Et je pense qu'on est tous d'accord que c'est la chose qui nous manque un peu. Alors maintenant, il faut se mettre à table avec nos partenaires et essayer de voir comment on définit les... Okay, thank you, Shahid. Alors merci, ça a été une discussion très importante et intéressante. Je suis d'accord avec vous pour définir les zones. Mais en même temps, il ne faut pas dire toujours il faut être d'accord. Oui, dans cette région, on a des bonnes pratiques. Par exemple, HEMA en Asie. Et des zones aussi de réserve. Et on a eu des régulations. Et par exemple, au Maroc, on a CETECDEL. C'est le système coutumier. On a le rôle nouveau des coopératives. Je pense en Tunisie, vous avez déjà mentionné un exemple. Quand on a les coopératives qui travaillent, en Algérie, on a la même chose. Même au pays de Golfe, on a le même concept ou bien les mêmes pratiques. Ce que je veux mentionner ici, c'est bien de commencer avec ces bonnes pratiques pour essayer d'avoir des terres qui sont définies. Maintenant, pour le contexte de chaque région, il faut le voir et voir les bonnes pratiques qui sont déjà existantes pour avoir une façon positive pour continuer sur ce volet. Le gouvernement, parfois, a des changements. Alors ça commence avec 10 hectares, c'est rien, c'est vraiment rien. Mais ça a été la première fois où le ministère a donné des territoires pour les gestionner. C'est l'exemple qui a été mentionné. Et ils ont changé le statut aussi du ministère. Alors il faut vraiment utiliser les bonnes pratiques pour montrer tout ça avec ces indicateurs et comment ça peut fonctionner. Alors, avec la situation dans la région, je pense qu'on ne peut pas vraiment avancer dans ce domaine.
No, I think we fully agree, Fida. Je suis totalement d'accord avec vous. Ces pratiques locaux et ces processus doivent être reconnus, mis à jour et établis. Pourquoi essayer de standardiser tout ça pour avoir un système un peu standard? Comme ça, on peut avoir une diversité de systèmes. Comment on peut standardiser ce système et le documenter et l'évaluer sur un niveau global? Et l'impact de ces initiatives aussi. Just to highlight, because you mentioned the documentation and it. Juste, je vais mettre l'accent sur quelque chose. Vous avez parlé d'un point. Et je pense qu'il y a des études de cas où on documente les études de cas qui montrent que les territoires qui sont gestionnés, ou bien la gestion de ce territoire, peut être d'une façon positive et il faut travailler sur ce niveau. Et ça peut être la façon dont on essaie d'avoir différentes parties prenantes pour avoir un impact. Alors je pense que c'est le point de début, le point de départ. Et on peut avancer par la suite. One more thing, Fida, on this. It's also our task to make sure that governments, because here. Vous parlez des bonnes pratiques et les histoires de succès. Mais il y a dans beaucoup d'autres pays qu'on n'a pas ces succès. Alors, si on n'a pas ce volet de mesures, on ne peut pas savoir comment les autres pays travaillent ces activités. I guess no questions. Alors, je pense non, pas de questions. Alors, tout le monde est vraiment très fatigué. Merci d'être là. Merci. Thanks a lot and have a nice evening.